Il y a plein de choses là, avant de se payer une belle voiture. Je me suis payé une maison, je me suis payé des voyages, je me suis payé, j'ai rempli mes REER, CELI. Tu as pris soin de ta fondation, de ta famille, puis ça a été, comme tu disais tantôt, c'est le meilleur investissement, ça, nos enfants. Exact. Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box Culture financière. Aujourd'hui, deuxième épisode avec François Joly-Dubois, des traders de carrière depuis 1994. On a parlé un petit peu de ton métier dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu plus de l'entrepreneur, François l'entrepreneur. Puis je vais commencer ça en brisant la glace avec la question qui tue, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi quand je te dis Outside the Box? Penser différemment. Puis l'esprit d'entrepreneur, je l'ai eu quand j'étais très jeune, un peu peut-être comme nos jeunes. Là. Ben, aujourd'hui, je ne sais plus s'ils font ça, mais moi, dans le temps, je vendais de la limonade sur le bord de la route. Dans le temps, tu avais quel âge, admettons? Dans le temps, ça, c'était jeune. Donc, les ventes avec ma tante, on faisait des ventes de garage. J'avais 10 ans. OK. Fait que, à partir de 10 ans... C'est jeune. Oui. Puis j'avais 2 runs de journaux. Il y a quelqu'un qui avait abandonné sa run. Mais j'ai dit, donne-moi là. Puis tu sais, je pense que je faisais 100 $ par semaine. C'était quand même beaucoup d'argent. C'était de l'argent, là, oui, c'était de l'argent. Après ça, j'ai voulu me partir d'une compagnie pour laver des autos. Ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, l'esprit d'entrepreneur, je l'ai toujours eu. Mm-hmm. Donc, je dis pas que c'est mauvais d'être salarié. C'est très bien, ça n'en prend. Mm-hmm. Mais moi, avoir un boss, ça me tentait pas. Mm-hmm. Donc, j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneur en dedans de moi. Donc, dès que tu étais jeune, tu savais déjà que tu voulais tracer ton chemin toi-même puis... sortir de la boîte. Oui, c'est ça. À 17 ans, faut-tu dire ça ou pas? Je ne sais pas. À 17 ans, je voulais être millionnaire. Puis, tu sais, je m'étais fait... Faut le dire. Faut le dire. Ouais, on se dit des vraies affaires. Ouais. Écoute, quand on est jeune, là, parle à n'importe qui aujourd'hui, là, à l'ère d'Instagram, ils veulent tous être millionnaires. Fait que il n'y a rien qui a changé. La différence, c'est que quand j'avais 17 ans, à cause de mon portefeuille puis mon parcours quand même assez atypique, là, mon courtier, il m'a présenté des trucs. Puis j'ai dit à 18 ans, je m'excuse, tu vas perdre mon portefeuille, je vais prendre ta place, je vais gérer mon propre portefeuille. Puis je savais que la bourse, c'était une façon de devenir millionnaire, je vais dire rapidement. Mm-hmm. On peut tout perdre rapidement aussi, mais moi, ça l'a bien été. Donc, ça va aussi avec mon esprit d'entrepreneur, mon propre patron, ma propre liberté, pas d'employé. Donc, c'est ça. L'esprit d'entrepreneur est en dedans de moi, là. Est-ce que tu crois que ça se transmet? Est-ce que tu le vois chez tes enfants? Tu as des enfants? Est-ce que tu ressens l'entrepreneuriat chez eux? Il y en a un qui est plus entrepreneur, mais un qui est vraiment entrepreneur, puis l'autre, je dirais qu'il pourrait faire un bon soldat, mais il me voit aller, puis il dit « Papa, j'aimerais ça négocier, j'aimerais ça transiger en bourse. » Mais tu sais, il voit-tu juste alentour, il voit-tu juste la pointe de l'iceberg? Ouais. C'est beaucoup de travail. Tandis, exemple de mon plus vieux, lui aussi, depuis qu'il est jeune, il veut être entrepreneur, il veut partir sa propre business. Mais bref, on va faire une parenthèse pour mes 2 enfants pour développer l'esprit d'entrepreneur parce que, je sais pas, moi, j'ai toujours été entrepreneur. J'aimerais ça qu'ils soient des entrepreneurs, puis ça n'arrive pas, puis c'est correct, là. Mais je pousse un petit peu là-dessus, puis s'ils veulent pas, c'est correct. Mais à un moment donné, j'ai parti une compagnie, puis c'est une grosse affaire, là, mais j'ai parti une compagnie de vélos de montagne, des palissades de bois. Ça a duré 1 an, puis on n'a pas fait beaucoup d'argent, là. Je pense qu'on a fait 4 000 $ en un été. Quand même, première année profitable l'entreprise. Oui, c'est non, bon. Hein? c'est ça. C'est souvent le monde qui me dit « Hey François, tout ce que tu touches, ça fonctionne. » Je n'ai pas touché à 12 000 projets, mais c'est vrai que tout ce que j'ai touché, ça fonctionne. Mais bref, avoir des clients, remplir une facture, tenir un Excel à jour, je leur ai tout montré ça. Puis à la fin de l'été, je leur ai mis 2 000 $. Je pense qu'il y avait 13 ans. Je leur ai mis 2 000 $ chacun dans leur compte. J'ai tout donné les profits. Mais c'était vraiment pour montrer c'est quoi être entrepreneur. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est bien. Puis de l'autre bord, s'ils veulent être des employés aussi, on les pousse à fond là, dans qu'est-ce qu'ils veulent faire. L'important, c'est qu'ils soient épanouis. Là. Exact. Bien, je trouve ça bien. Puis, ce que j'aime particulièrement de ta carrière, c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucune garantie. Tu sais, tu peux bûcher toute ta vie sur un projet puis jamais avoir de succès. Fait que si à risque, mais encore plus dans le domaine que tu travailles, parce qu'on connaît les statistiques, on en a parlé dans le dernier épisode,
Selon toi, ou du moins pour toi, comment tu as été en mesure de trouver un équilibre dans concilier la vie de famille puis avoir une carrière à haut risque? Parce que c'est risqué ce que tu fais. Là. Oui. Je me suis amusé longtemps avant de me matcher. J'avais 30 ans, je crois, quand j'ai rencontré la mère de mes enfants. Donc, mon portefeuille était quand même bien garni. Ouais. Là, j'avais collecté quand même beaucoup d'argent. Donc, quand je me suis établi avec la mère de mes enfants, construit une maison, tout ça, comment j'ai concilié ça? Bonne question. À l'intérieur, je suis quelqu'un quand même de passionné, mais une de mes forces, je crois, puis n'importe qui veut réussir dans ce domaine-là, il faut être un peu un robot. Donc, à l'intérieur, là, les émotions... Il faut se détacher. Il faut se détacher. Contrairement, exemple, un salarié qui arrive à la maison, qui n'a pas une bonne journée, mais la paye va rentrer pareil. Tandis que quand tu es entrepreneur ou on fait du day trading, à la fin de la journée, ça se peut qu'on a perdu de l'argent. Puis c'est dur de laisser nos émotions à la maison, au travail. C'est très dur de se détacher. Donc, comment j'ai concilié ça? J'ai eu de la misère. Écoutez, je vais être honnête, là, si j'ai pas une bonne journée le soir, ça sera pas. Je dis pas que ça sera pas le fun dans la maison, mais j'aurais pas un sourire dans le visage. C'est ça, ça demande du travail quand même de faire comme si rien n'était, surtout si ton travail est de la maison. Mais ça revient encore un peu, comme on a parlé dans le podcast, ça revient de la discipline. Il faut que je me dise, François, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Puis qu'est-ce qui m'a aidé, je crois, c'est spécial, mais le golf. Ouais. Le golf, là, s'il y a des amateurs de golf parmi nous, vous le savez, chaque trou, il faut faire un reset à chaque trou. Si on a un bon coup, si on a un mauvais coup, le deuxième coup, on ne pense pas. Parce que les meilleurs golfeurs, s'ils pensent à l'ancien coup, ou si un négociateur va parler, il pense à sa journée d'hier, mais ça va affecter la journée. Donc, c'est important de faire un reset. Donc, comment j'ai réussi? Je ne suis pas un super grand golfeur, mais je joue beaucoup au golf, donc je crois que ça m'a quand même aidé à me discipliner. Chaque trou, chaque journée, on fait un reset. Puis moi, c'est ça, je crois, qui a été la clé de mon succès. Puis un peu, là, je reviens, quand je travaillais sur le parquet, on travaillait 500 traders, puis si ça se passait pas bien une journée, il fallait régler le problème tout de suite, parce que le lendemain, on retravaille avec ces personnes-là. Là. Tu peux pas rester fâché. Ça va m'affecter dans mon travail, puis... Tu ne peux pas rentrer, le voir, puis partir dans un mood de hier que tu traînes tes affaires. C'est ça. Fait qu'on fait un reset. Fait que la clé de mon succès, je crois, c'est vraiment ça. Mais Michel Villa, j'imagine que vous en avez discuté ou il pourra nous en reparler, mais il faut avoir une discipline de faire. Puis c'est à l'intérieur. Tu sais, la psychologie, là, dans le trading ou dans n'importe quoi, c'est super important. Puis si notre psychologie ne va pas bien, le reste, ça ira pas bien. Oui. Ben, on en parle de plus en plus aussi ouvertement de la santé mentale, la psychologie. Le fameux mindset. Exact. Là. Ben oui, on le présentait en plus dans certaines intros là, dans le podcast. C'est comme mindset immobilier, marché boursier, stratégie financière. Parce que ça a sa place. Ça a sa place dans l'entrepreneuriat puis dans le trading plus particulièrement. Ce que j'aime aussi de ton parcours, c'est que tu as vécu un changement, l'arrivée de l'informatique dans les années 2000. Toi, tu tradais sur le parquet de la bourse. Après ça, tu trades de la maison. Il y a beaucoup de discussions qui se passent en ce moment avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui commencent à voir c'est quoi les conséquences que ça peut avoir sur leur carrière. Comment, toi, tu as passé au travers de ça, ce changement-là? Comment les gens voyaient ça autour de toi? Il y en a souvent qui se disaient « Ah, ça va pas rester » ou il y en a qui allaient dire « On pourra plus trader, ça va être l'Internet » ou là, en ce moment, est-ce qu'il y a des discussions qui se disent sur ça? Comment t'adapter, dans le fond, au changement? Oui. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est un peu comme j'ai vécu au début des années 2000. Les personnes plus vieilles que moi ont eu beaucoup de misère à s'adapter à l'informatique. Moi, au début des années 2000, j'avais 25 ans, donc l'informatique, j'ai baigné là-dedans. Je me suis adapté rapidement. L'intelligence artificielle, je crois que mon métier n'est pas en risque. Là. De toute façon, négociateur, marché boursier, ça va tout le temps rester. Les métiers peut-être un peu plus à risque avec l'intelligence artificielle. Puis ça a déjà commencé, je pense qu'on le voit depuis 2-3 ans, les fameux robots investisseurs ou les courtiers qui vont montrer un portefeuille avec l'intelligence artificielle. Moi, je dirais plus que c'est... Puis ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai des amis courtiers, puis il l'a dit, à un moment donné, il va y avoir des robots qui vont peut-être faire notre job, là, comme tu parlais. On rentre le profil de la personne, l'âge, les secteurs qu'il aime. Fait que l'intelligence artificielle va monter, le fameux ChatGPT. On le voit aujourd'hui, là, de moi un portefeuille équilibré, puis je suis plus
technologie. Donc, l'intelligence artificielle, ça va beaucoup changer, je crois, le milieu des courtiers. Mais je crois que ça peut... faut prendre ça un peu comme au début des années 2000. Moi, l'informatique, tout le monde parlait des fameux algos, les programmes algorithmiques, puis on ne peut pas compétitionner contre ça parce que c'est l'intelligence artificielle, sont plus rapides que nous. Moi, j'ai essayé d'en tirer avantage. La même chose avec l'intelligence artificielle. Il faut en tirer avantage. Donc, un courtier, son travail, c'est capable d'intégrer l'intelligence artificielle à son travail. Mais après ça, développer une relation avec son client plus personnalisée, l'intelligence artificielle ne fait pas ça. Là. Donc, c'est d'adapter l'intelligence artificielle, je crois, à notre propre métier. Faut pas le voir comme un obstacle. La vraie affaire, oui, ça peut être un obstacle, mais il faut en tirer avantage, comme n'importe quoi. Il faut l'intégrer à notre métier puis essayer de tirer les... Il faut acquérir le changement plutôt que résister. Oui. Mais c'est sûr que ça peut être plus difficile pour des gens qui sont moins à l'aise justement avec la vitesse à laquelle ça évolue. Ça va vraiment vite. Même moi, j'ai juste 32 ans, puis je suis pas à jour 4.0 sur la dernière version de ChatGPT, puis où est-ce que c'est rendu? On essaie quand même de rester à jour pour s'en servir. Mais c'est sûr que... On le voit juste pour les musiciens. Je crois que c'est-tu Will I Am? En tout cas, le nom m'échappe. Ça se pourrait que ce soit Will.i.am, ça fitterait avec cet artiste-là. OK. Ouais, il parlait de l'intelligence artificielle, puis il parlait de ChatGPT, puis il dit, moi, c'est celui qui travaillait avec Black Eyed Peas. Oui, c'est ça. Ça ferait du sens que ce soit Will.i.am. Bon, c'est ça. Donc, lui, il dit, moi, j'écris des chansons avec l'intelligence artificielle, mais il ne fait pas du copier-coller, mais il se n'inspire. Ouais. Puis c'est vrai, là, tu sais, moi, je ne suis pas un chanteur. Maintenant, avec ChatGPT, là, je peux t'écrire une chanson, puis je vais aller sur un synthétiseur de voix, intelligence artificielle. Tu vas prendre la mienne, puis tu vas faire... puis on va faire un succès. Non, mais tu sais, c'est ça. Donc, c'est sûr que les artistes peuvent avoir peur, mais il faut faire comme Will.i.am, s'en servir pour s'inspirer. Donc, la même affaire dans les marchés financiers. C'est un très bon outil, là, l'intelligence artificielle. Oui, définitivement. Je pense que je pense que c'est bon aussi que ça shake un petit peu pour te dire, c'est pas garanti que ce que tu as fait jusqu'à présent, demain, ça va être encore là, puis ça va encore marcher. Elon Musk, avec les voitures électriques, s'il n'avait pas amené qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on aurait des voitures électriques? Peut-être que oui, mais moi, je ne crois pas. Je ne sais pas. On ne le sait pas. Mais tu sais, Elon Musk, il a shaké le milieu. Là, maintenant, tous les constructeurs automobiles ont des voitures électriques. Ouais. Si Tesla n'était pas là, on serait peut-être juste au début des voitures électriques. On va se dire ça fait du bien parce qu'il était là pas à peu près les chars électriques avant qu'Elon Musk débarque. Oui, le fameux, excusez, on ne fait pas de promotion, mais tu sais, la Prius, là, derrière, carré. Oui, mais il y avait un modèle de Honda aussi là, avec les ailes là, à moitié pleines en arrière. Puis là, tu ne vois pas la moitié de la roue. Là. C'est ça. Fait que tu parles de shaker. Elon Musk, dans le milieu de l'automobile, il a shaké le milieu. C'est bien de se faire shaker. Puis c'est ça qui nous fait... reconsidérer, c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait devenir meilleur, parce que si on reste tout le temps plat, puis c'est linéaire, peut-être, là, mais c'est pas comme ça qu'on évolue, qu'on trouve des meilleures recettes à n'importe quoi. Oui, puis s'entourer aussi, ça aide à évoluer. Quand on a fait la préparation du podcast, tu avais parlé un petit peu depuis le début de ta communauté à aujourd'hui. Tu trouvais que tu avais évolué, grandi. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu de... Oui. De l'entourage puis les changements positifs que tu as vus. Je ne suis pas payé pour cette publicité, mais Michel Villa m'a fait devenir une meilleure personne. Tu sais, Michel Villa, la psychologie, tout ça. Au début, j'étais plus toxique sur Internet. Avec Michel Villa, je suis devenu quelqu'un plus sage, plus posé. La même chose pour l'investissement immobilier. Avant, je regardais plein d'affaires, puis quelqu'un m'a dit, là, fais affaire avec un professionnel, entoure-toi. Donc, j'ai un courtier immobilier, puis il me propose des deals, un peu comme le marché boursier. Planifier. Tu sais, mon métier, moi, c'est de négocier le marché boursier. On a bien beau avoir de l'argent, gros ou pas gros. À un moment donné, cet argent-là, il faut faire des montages financiers pour raison X, Y, Z. On ne laisse pas de l'argent dormir dans un portefeuille, dans un compte. Donc, ça prend un planificateur financier là-dessus. Il faut s'entourer. Tu sais, on s'entoure de professionnels. Puis moi, depuis que je m'entoure de professionnels, ma vie va relativement mieux. Elle me simplifie surtout. Simplifie. Tu sais, je fais-tu plus d'argent? Peut-être, là, je fais des meilleurs choix, mais ça me simplifie la vie. À un moment donné, on ne peut pas travailler 80 heures semaine. À un moment donné, il faut déléguer. Ouais. On n'a pas le choix. Puis moi, j'aime mieux m'entourer de professionnels. Puis avec la communauté que j'ai,
un gros avantage. Il y a plein de... Tu sais, je lève le petit doigt, y a-tu un avocat, y a-tu ça, tu sais, on trouve des professionnels un peu partout. J'aime mieux y aller par référence, qu'on connaît ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, que, exemple, ouvrir le bottin téléphonique, puis ça n'existe plus, le bottin téléphonique. Mais disons, aller sur Google, puis c'est ça, taper plombier, puis prendre le premier. Non. Fait que j'aime mieux m'entourer de professionnels, un peu à l'image de ma communauté, de ma compagnie. J'aime mieux y aller avec la qualité que la quantité. Des fois, on se fait présenter plein de monde pour différents sujets. Mais j'aime mieux y aller. Des fois, j'aime mieux payer un peu plus cher et avoir de la qualité. Je te comprends, puis c'est vrai que c'est plus facile quand tu as une référence. Quand je vois des fois sur d'autres communautés puis des groupes là, d'investissement, quelqu'un demande une référence, puis il y a comme 25 références qui sortent. Je me dis, la personne qui a demandé ça, comment elle va faire pour trancher? Lequel qu'elle va prendre dans toute la gang? Elle va écrire à tout le monde pour finalement, elle va aller sur Google, elle va taper le nom, elle peut le faire tout seul. Tu sais, quand tu donnes une référence, un peu comme dans ma communauté, quand quelqu'un pose un titre qui s'intéresse à un titre, pourquoi tu t'intéresses à ce titre-là? La même chose, si tu réfères à quelqu'un, pourquoi? Il m'a aidé personnellement. Des fois, on va vouloir plugger notre cousin, cousine, c'est correct, là, mais des fois, c'est pas parce que c'est notre cousin, cousine que c'est la meilleure. Là. On peut le référer, mais si on réfère quelqu'un, moi, ou je veux pas dire qu'on conseille un titre, là, mais quand on regarde un titre boursier qui nous intéresse, pourquoi elle nous intéresse? Parce que des titres boursiers, il y en a 50 000, je crois. Là. Il y en a plusieurs. Achète de Dollarama, achète X, Y, Z. Oui, mais pourquoi? Pourquoi toi, tu t'intéresses? Là? Donc, c'est ça. Moi, j'aime ça y aller avec la qualité, puis surtout les références, puis le pourquoi. Mais j'aime ça, puis j'aime aussi le fait que tu as dit que tu as des skills pour faire de l'argent. Tu es capable de faire de l'argent, on va le dire comme ça. Tu fais de l'argent, puis tu as quand même besoin de t'entourer de professionnels parce qu'à un moment donné, il y a une limite à tout ce que tu peux faire. Puis je crois que c'est une croyance aussi, ça, que les gens finissent par développer. Au début, quand ils font de l'argent, ils ont beaucoup de confiance, puis ils n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin de s'entourer. Ils pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes parce qu'ils ont cette capacité-là de faire de l'argent, puis l'argent, c'est tabou, puis il y a beaucoup de gens qui veulent en faire. Puis tantôt, tu te disais, tu étais jeune, tu voulais être millionnaire, puis tu hésitais à le dire parce qu'on n'en parle pas, mais c'est... Oui. Puis, tu sais, c'est ceux qui sont dans l'immobilier. Oui, OK, l'immobilier, c'est spécial. Là. On dirait que l'immobilier, c'est... Il y a du monde qui vont dire, fais juste mettre de l'argent dans l'immobilier, mais moi, je ne crois pas. C'est comme la bourse. Là. Mettons, moi, je suis négociateur. Je ne vais pas laisser tout mon argent dans mon compte de trading. Là. Il faut diversifier un peu d'immobilier. On peut investir dans l'art. On peut se diversifier. Puis encore là, investir dans l'art. Je peux acheter un tableau, puis moi, je l'aime beaucoup, puis c'est pas un bon tableau. L'art, là, puis les montres, puis... les voitures de ce temps-ci, on le voit, là, si on achète n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, mais si on achète des produits de qualité, bien, ça risque de monter. Là. C'est la diversification. Marché boursier, il ne faut pas tout laisser dans un compte. Il faut retirer l'excédent, puis on le place, puis on fait affaire avec des professionnels. Il faut se diversifier. Bien, je suis d'accord avec toi, puis j'aime que tu m'as ouvert la porte en parlant de voiture parce que il y a un sujet qu'on doit parler, c'est la Lamborghini. Oui, c'est un... Oui, ceux qui me connaissent, je me suis payé une belle voiture, mais ceux qui me connaissent depuis peu, ils voient juste ça, mais j'ai déjà eu des voitures exotiques, beaucoup avant d'être sur Internet. Mais oui, ceux qui possèdent des Lamborghini, souvent, c'est comme l'image du succès, c'est la réussite. Mais souvent, le monde, ça se loue des Lamborghini, puis ça fait des shootings photos, puis ça met ça sur Instagram. Oui, probablement comme je vais faire avec la tienne tantôt, là, je vais me prendre en photo. Là, oui, mais c'est pour ton fils. Exact. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à 48 ans, j'ai le droit de me payer une belle voiture. Tu sais, à 48 ans, à un moment donné, comme on a parlé tantôt dans l'autre podcast, la bourse, quand ça fonctionne bien. Donc, à un moment donné, on a le droit de se payer du luxe. Puis, encore là, je te parle de diversification. Des voitures exotiques, depuis un certain temps, ça prend de la valeur. Donc, c'est une catégorie d'investissement alternatif. Oui, c'est ça. Puis, je ne crois pas. Encore là, tu vois, il faut faire affaire avec des professionnels. Je ne sais pas si c'est imposable. Exemple, si tu vends ta voiture, tu fais 50 000 puis à ton nom personnel, c'est-tu imposable? Je ne sais pas. Fait qu'on va consulter un professionnel quand ça va être le temps de la vendre. Mais tu sais, tout le monde, là, les jeunes qui nous écoutent ou qui nous regardent, la Lamborghini, c'est beau, tu sais, puis j'aime pas donner de garantie, mais si le monde commande à investir à 18 ans, puis ils font affaire avec des professionnels comme toi ou comme moi, mais s'ils font affaire avec des professionnels, s'ils font des bons placements, puis ils placent ça à l'abri de l'impôt avec les REER, CELI, CELIA,
de 18 ans à 40 ans, là, avec les rendements que la bourse peut rapporter en moyenne, on va dire entre 6, 7, 8, ça peut aller jusqu'à 10, 12 selon le profil. C'est ça, selon le profil. Mais tu sais, à 40 ans, ils vont pouvoir s'en payer une belle Lamborghini, là, puis peut-être deux, là, une blanche et une noire. Donc, le secret est vraiment dans la longévité, dans le processus, dans la patience, dans les bons choix, puis dans le réseau de professionnels qui nous entourent. Oui. Donc, tu pourrais dire que c'est un peu ça le secret pour faire de l'argent, parce que tout le monde doit se demander comment on fait pour faire de l'argent quand il voit tes accomplissements. Oui, mais on en a parlé, le monde voit juste la pointe de l'iceberg, puis ils ne voient pas tout le travail en dessous. Moi, j'ai dit, si tu travailles fort, là, tu vas pouvoir t'appuyer. Que ce soit une voiture, parce qu'on on est des garçons, on aime ça, les voitures, là. Mais il y en a, c'est les voyages, il y en a, ça va être l'immobilier, il y en a, comme je pense, c'est les œuvres d'art, les belles montres. Mais si on travaille fort, si vous mettez en dessous de la pointe de l'iceberg, là, on va pouvoir se payer des biens de luxe. Puis de toute façon, il ne faut pas sortir de la traque, là. C'est seulement des objets. Là. Exact. Les valeurs familiales, c'est super important. Puis il y a plein de choses là, avant de se payer une belle voiture. Je me suis payé une maison, je me suis payé des voyages, je me suis payé, j'ai rempli mes REER, CELI. Tu as pris soin de ta fondation, de ta famille, puis ça a été, comme tu disais tantôt, c'est le meilleur investissement, ça, nos enfants. Exact. C'était plus du fun money ou du play money, comme tu disais. C'est ça. Puis, je suis pas. Encore là, c'est tabou. J'avais une certaine réticence, mais gars, je t'ai ouvert la porte. Tu m'as ouvert la porte, puis je savais que tu as une réticence, je voulais pas creuser non plus dedans, là, mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que. Moi, j'ai 32, puis même moi, je suis capable de m'imaginer à 42, là, d'en avoir une, mais toi, tu as 48, puis tu as un parcours différent du mien. Fait que, à un moment donné, c'est juste de réajuster un petit peu ses attentes, puis de ne pas se comparer non plus aux autres. Mais tu dis, j'ai 32. On ne fera pas ton pedigree, là, mais tu as l'immobilier. Vends tes immobiliers, là, puis prends de l'argent qui traîne alentour. Tu vas peut-être pouvoir t'en payer une Lamborghini, mais tu vas drainer tout ton compte. C'est tout ça que tu vas à 32 ans. Tu sais, à 32 ans, j'avais pas un véhicule... C'est pas un bon exemple, là, mais on va pas dire à 32 ans, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas des voitures comme ça. J'ai construit mon patrimoine, puis après ça, on se paye du luxe. Exact. Ben, j'essaie de le montrer aussi à mes enfants. Là, mettons, quand tu as une bonne rentrée, de dire, regarde, ça, je suis capable de me payer ça avec ce montant-là, mais ce serait-tu une bonne idée si là, tu montres différents scénarios, puis même les enfants sont capables de comprendre. Ils ont 10 ans, puis... Tant mieux. Ils sont capables de dire, OK, ouais, non, ça serait pas une bonne idée, hein, c'est mieux d'attendre. Hein. Ben oui, je peux en payer une aujourd'hui, puis ça me pénalise, ou je peux attendre, puis je peux en avoir 3 ou 4 plus tard. Ben, quand mes enfants étaient plus jeunes, je donnais l'exemple de Fortnite, un jeu électronique, puis ça s'achète des skins. Ouais. Là, j'ai dit, attends, accumule ton argent, tu vas pouvoir acheter un bundle, puis tu vas en avoir 3, tu vas en avoir comme un gratuit. Ah, OK, je vais attendre. Il faut parler leur langage. Oui, exact. Ouais, avec des exemples concrets comme Fortnite. Nous aussi, on a eu cette passe-là où est-ce que tu peux-tu mettre ta carte, papa? Là? Je veux un skin. Oh, oui, c'est sûr, je vais mettre ma carte sur ton jeu. Là. Je n'aurai pas de surprise à la fin du mois. Ben, merci, François, d'avoir partagé un peu sur ton parcours. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. Puis, tu es très inspirant. Tu es très vrai. Fait que j'apprécie ça. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Puis, on se voit sur le prochain épisode. Merci à tous. Bonne fin de journée.